Salut, ça va vous? En janvier, on s'est intéressé à une amitié gentiment terroriste. On s'est penché sur le long crasseux du 19e siècle, mais aussi des Celtes bien virils, bien méchants qui se tapent dessus, un crime sordide à Boston et une bonne grosse guerre spatiale. Alors on a lu quoi en janvier? On a lu Léviathan, qui est un roman écrit par Paul Auster et publié en 1993 en France par la maison d'édition Actes Sud. Paul Auster a reçu le prix Médicis étranger, qui est un prix français qui récompense les romans étrangers traduits en français. Paul Auster, il fait son entrée dans le monde littéraire. Il devient connu grâce à sa trilogie new-yorkaise et c'est le début d'une grande histoire d'amour entre l'auteur de Brooklyn et le pays de la grève, puisque Paul devient commandeur de l'ordre des arts et lettres en 2007, qui est d'ailleurs la même promotion que Ray Bradbury, écrivain de Fahrenheit 451. Paul Auster, il a reçu aussi une médaille de Paris en 2010. Merci Bertrand Delanoë. Léviathan commence par une mauvaise nouvelle pour le narrateur. Son meilleur ami vient de décéder. Le roman commence avec cette phrase-là, l'incipit. Il y a 6 jours, un homme a été tué par une explosion au bord d'une route, dans le nord du Wisconsin. Il n'y a pas eu de témoin, mais on pense qu'il était assis à côté de sa voiture, garée sur l'herbe, quand la bombe qu'il était en train d'assembler a sauté par accident. Le narrateur, Paul Auster, Peter Arons, va tenter de rétablir la vérité sur son meilleur ami, alors que la police enquête. Alors qu'est-ce qu'on en pense? C'est bien, mais on évite le génial. Paul Auster est très fort dans ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire la description des personnages, leurs ressentis, leurs pensées. Et ces personnages-là sont impeccablement écrits, surtout lui-même. Paul Aaron. Peter Auster. Bref, le narrateur et son meilleur ami, celui qui est décédé, Benjamin Sachs. La justesse de leur ressenti est folle, comme la description de leur relation. Mais le roman déçoit un peu dans ce qu'il promet. Je vous ai lu l'incipit et on se plonge jamais vraiment dans cette intrigue qui est prometteuse. Et Paul Auster se concentre un peu trop sur des relations complexes entre personnages qui sont désagréables, très imbus d'eux-mêmes et de leur art. C'est tous des artistes riches de New York. Enfin, tu vois. On a lu Les Aventures d'Oliver Twist sur Kindle. Donc c'est un roman qui a été écrit par Charles Dickens entre 1837 et 1839, qui a été publié périodiquement en 32 épisodes dans la revue Bentley's Miscellany. Prononciation aléatoire. En France, il faut attendre 1881 et Hachette pour que le roman traverse la Manche. Charles Dickens, c'est l'un des plus grands beaux gosses de la littérature anglaise et un des meilleurs de la période victorienne. Il a d'ailleurs trouvé l'inspiration quand son père a fait de la zonzon. Il a écrit entre autres A Christmas Carol et David Copperfield, qui ont tous les deux plus Oliver Twist, été adaptés au cinéma. D'ailleurs, pour l'anecdote, mon plus gros traumatisme de cinéma, c'est l'Oliver Twist de 2005, que j'ai vu au cinéma à 9 ans. Les Aventures d'Oliver Twist, c'est l'histoire d'Oliver Twist, qui est un orphelin placé dans un dépôt de mendicité. Un dépôt de mendicité, c'est un endroit où on logeait et nourrissait les pauvres à l'époque. Et son enfance entre personnages néfastes qui vont lui nuire et personnes salvatrices qui vont essayer de le sauver. Un jour, alors qu'il demande du rab à la cantoche, il est viré du dépôt de mendicité et il doit battre le pavé pour survivre. Il va être recueilli par une équipe de voleurs et il va connaître des hauts très hauts et des bas très bas. Alors, qu'est-ce qu'on en pense des Aventures d'Oliver Twist? C'est pas mal du tout, et puis bon, je m'y attendais. C'est la première fois que je lis un Dickens. Le Londres bien crado, là, décrit par Charles Dickens, c'est crédible et on s'y retrouve vraiment. Tout est ultra dramatique et bien sombre pour le pauvre Oliver, qui n'a rien demandé et qui est victime d'un destin très funeste, et un destin qui va être partagé par d'autres personnages tout aussi attachants. Le roman est bien foutu et les incursions de Dickens comme narrateur dans le roman sont vraiment très bienvenues, quoi. Elles sont fraîches, elles sont cyniques, mais en vrai c'est toujours flippant de lire Oliver Twist même 150 ans après quand on est jeune. On a lu Chasse royale 3, Curée chaude de Jean-Philippe Joarowski. Donc c'est la troisième partie... c'est le troisième tome. C'est la troisième partie du troisième... la troisième partie du deuxième tome de sa saga Roi du Monde. Embroché par la maison d'édition Les Moutons électriques. Le deuxième tome est coupé en 4 parties, alors qu'en poche, c'est découpé en 3 parties. En fait, la dernière partie est réunie dans ce seul bouquin pour la version poche. Bref. C'est très compliqué, mais on pardonne tout parce que c'est trop bien. Embroché, c'est publié par la maison d'édition Les Moutons électriques en 2019 et 2020. Et en poche, ça a été publié en 2021. Pour se mettre dans le contexte sans trop spoiler, dans la deuxième partie du deuxième tome, qui est la même, Embroché en poche, on avait une grande guerre entre 2 clans de la Celtique, les loyalistes qui soutiennent le roi Ambigat et les rebelles, qui sont menés par le fils du roi. Et ces deux-là se mènent une guerre acharnée pour contrôler et pour avoir le pouvoir de la Celtique. Mais le roi Ambigat, il a disparu. Et donc Bélovez, héros du cycle Roi du Monde et personnage principal de la saga et narrateur, va aller le chercher pour le remettre sur le trône. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de Curée chaude? Qu'est-ce qu'il est fort le Joarowski, Il est impressionnant de régularité dans la qualité de ses récits. Et pourtant, sur le principe,
ça pourrait être répétitif. Ça fait 3 bouquins que les Celtes se tapent dessus. Mais pourtant, qu'est-ce que c'est bien foutu, c'est bien écrit, c'est imaginatif, on s'ennuie jamais. Les décors de la proto-histoire française sont toujours aussi fous. Les personnages ils sont tous plaisants, avec des traits de caractère qui sont bien définis et bien marqués. Même si en vrai tous les noms sont chauds à retenir. Et on a vraiment une fin assourdissante qui rabat toutes les cartes du récit et qui est l'une des fins les plus incroyables depuis que j'ai lu La planète des singes de Pierre Boulle ou Gagner la guerre de Jarouski encore. On a lu Un dernier verre avant la guerre de Denis Lehane qui a été publié en 1994 aux États-Unis. En France, c'est 1999 avec la maison d'édition Paille au Rivage. Denis Lehane, c'est un des auteurs les plus influents de polar de ces 30 dernières années. Son travail a été énormément adapté au cinéma et par des grands noms. Shutter Island, qui a été adapté par Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. On a Mystic River par Clint Eastwood avec Sean Penn, ou encore Gone Baby Gone par Ben Affleck avec son rêve Casey dans le rôle principal. D'ailleurs, Gone Baby Gone reprend les personnages principaux d'Un dernier verre avant la guerre, parce que les deux font partie de la même série de romans, qui compte 6 romans dont Un dernier verre avant la guerre est le premier opus, et Gone Baby Gone le 4e. Un dernier verre avant la guerre, c'est l'histoire de Patrick Kenzie et Angela Gennaro, qui sont potes depuis qu'ils sont tout petits, et qui sont devenus ensemble détectives privés. Patrick, il aimerait bien faire des coquineries avec Angela, mais elle est mariée. Les deux, ils vont être engagés par des sénateurs de Boston, là où se passe le roman, pour enquêter et retrouver une personne qui a disparu, qui était une de leurs employées, une femme de ménage qui est partie avec des documents compromettants. Alors, qu'est-ce qu'on en pense d'Un dernier verre avant la guerre? Bah c'est top, l'enquête est bien menée, ça rebondit, le suspense il est très bien géré, c'est très explosif et ça se flingue à tout va dans une guerre des gangs difficile. D'ailleurs, l'enquête est très rapidement laissée sur le carreau. Le récit part des thématiques intéressantes qui sont traitées assez pertinemment, en particulier le racisme et la misère sociale des Afro-Américains de Boston. Denis Lehane, là, il écrit avec une justesse et une humanité qui sont un peu perturbantes pour être honnête, et il apporte un cynisme qui fonctionne très bien, surtout avec le personnage principal, Patrick Kenzie. Pour finir, on a lu La chute d'Hyperion. Donc le mois dernier, j'avais lu le premier tome des Cantos d'Hyperion, qui s'appelle Hyperion et qui avait été écrit par Dan Simmons. J'avais bien kiffé. Et donc je voulais lire immédiatement la suite. Donc la suite c'est La chute d'Hyperion, ça a été écrit et publié en 92 en France par le bon Robert Laffont. Donc c'est la suite directe d'Hyperion et donc on est immédiatement poussé dans le désert de cette planète. Dans le premier tome d'Hyperion, on avait affaire à 7 pèlerins qui étaient partis sur la planète d'Hyperion pour rencontrer le Grich, qui est une créature divine, cosmique, surpuissante, qui pourrait éventuellement exaucer le vœu d'un pèlerin. En parallèle, on avait une civilisation rebelle appelée les Extros qui envahissait cette planète d'Hyperion. Dans le second tome, on a l'affrontement entre les Extros, du coup la civilisation rebelle, et les forces de l'hégémonie, qui est les forces de l'univers quoi. Et la bataille sur la planète entre le Grich et les 7 pèlerins. Donc on a aussi d'autres personnages, Mena Gladstone qui est un peu présidente de l'univers quoi. Et puis on a John Keats en hommage à un poète du même nom, qui est un espèce d'androïde organique, qui est la clé de l'univers quoi. Alors qu'est-ce qu'on en pense de La chute d'Hyperion? Eh ben il est honnêtement moins bon que son prédécesseur, même s'il reste de très bonne facture. Le problème c'est le bordel. Dans le tome précédent, on avait des thématiques très intéressantes, comme l'intelligence artificielle, le voyage interstellaire, le colonialisme ou je sais pas, la guerre. Sauf que l'avantage c'est qu'elles étaient traitées par le prisme d'un seul personnage qui racontait son histoire. Là, c'est beaucoup plus fouillis. En fait, toutes les thématiques se mélangent et il y en a partout. C'est très difficile de se repérer, de savoir où on est, quoi on parle, ce qu'on fait. Le récit est verbeux un peu trop et on se perd dans cette bouillie mystico-technologique. Et puis la fin elle est décevante. Les enjeux ils sont résolus bien trop rapidement et bien trop simplement. La résolution elle tombe un peu comme un cheveu sur une soupe, qui est quand même très bonne quoi. Le mois prochain, on va parler de Stephen King, encore, ça vous avait manqué. On va parler d'une cathédrale qui est construite, d'un type qui parle pour le mariage de son frère, et puis d'autres romans parce que... et puis d'autres choses. Du coup, au mois prochain.